Merci beaucoup, bonsoir à toutes et tous. Un grand merci donc à Catherine Brodelmas, à Marie Pécresse, à toutes les personnes de la liste qui ont permis l'organisation de cette soirée. Et merci à vous d'être venus, même avec des conditions d'inscription un petit peu plus compliquées peut-être qu'on l'aurait souhaité. Mais l'essentiel, c'est d'être là, de pouvoir parler du livre avec nos invités. Donc j'ai le plaisir d'être avec Jérémy Foa, qui est donc maître de conférence à l'Université d'Aix-Marseille, spécialiste du XVIe siècle et des guerres de religion. Il y a toute une série d'ouvrages qui sont ici au premier rang. Voilà, je ne sais pas si on les faire passer, mais en tout cas, ils sont là peut-être tout à l'heure, on pourra les voir. Et Quentin Delermos, qui est professeur d'histoire à l'université Paris-Cité, spécialiste du XIXe siècle, de la commune notamment. Et ils ont co-dirigé ce livre, Les épreuves de la guerre civile, dont on va discuter ensemble, un livre collectif. Donc on parlera sans doute du XVIe et du XIXe, et on fera sans doute aussi des incursions sur les autres terrains abordés par les auteurs du livre. Vous avez la taille de matière, je pense, sous les yeux. Je vais peut-être, pour lancer la discussion, dire que c'est un livre d'un grand intérêt, c'est un livre qui n'est pas un compendium de différentes guerres civiles, c'est pas simplement, là on va raconter telle guerre civile et puis on les prend les unes après les autres. Il y a vraiment un axe, un angle très particulier qui a été choisi, et pour le comprendre, j'aimerais peut-être que l'un de vous deux nous explique le sens du titre, les épreuves de la guerre civile. Qu'est-ce qu'il y a derrière? On n'est pas dans le pur récit des événements, mais il y a vraiment la volonté d'interroger une dimension particulière. Oui, ce titre, il nous est venu de... C'est bon, on entend? Il nous est venu de... Bon, d'abord, ça enregistre, mais ça n'amplifie pas. Il faut pas plus fort. Ça nous est venu de... Bien sûr, c'est d'abord un clin d'œil, pas qu'un clin d'œil, c'est-à-dire de nos lectures de la sociologie pragmatique et notamment de toute l'œuvre de Luc Boltanski, qui évidemment centre une grande partie de son travail autour du concept d'épreuve. Ce concept d'épreuve, outre la référence travail de Luc Boltanski, ça nous permettait finalement de nous dégager de quelque chose qui est tout à fait paralysant, à savoir la définition de la guerre civile. De partir d'emblée d'une définition toute faite. Qu'est-ce que c'est que la guerre civile? Quels sont ses critères? Est-ce que la Révolution française c'est une guerre civile? Est-ce que l'État laïque c'est une guerre civile? Plutôt que partir d'emblée d'une définition venue d'en haut, on s'est dit, ce qu'on va faire, ce qu'on va interroger, c'est ce que fait la guerre civile, ce que font les guerres civiles, donc toutes ces petites épreuves, se présenter, décliner son identité, se cacher, mentir, se sauver, s'enfuir, toutes ces micro-épreuves finalement nous ont permis d'interroger quelque chose de très pragmatique, de très concret, qui nous permettait de traverser à la fois les siècles et les différents pays concernés par ces problèmes. Alors Quentin Delermos, peut-être pour rebondir là-dessus, qu'est-ce qui fait qu'en situation de guerre civile, ces épreuves sont plus compliquées ou plus révélatrices qu'en temps normal, ou que, disons, dans une situation de guerre ordinaire, parce que c'est vrai qu'une guerre, un siège, il faut aussi faire attention à ne pas se faire bombarder, il y a plein de choses qui peuvent compliquer la vie. Qu'est-ce qui fait qu'en guerre civile particulièrement, cette notion d'épreuve, vous avez voulu la travailler? Comme l'a dit Jérémy, en fait on suit un axe qui est de plus en plus emprunté par les sciences sociales, qui au lieu d'étudier les événements en fonction de leur issue, les étudier en fonction de ce qu'ils font traverser, et on s'intéresse notamment à l'expérience des différents acteurs. Ce qui nous avait surpris au départ, parce que depuis nos propres terrains, c'est une interrogation qui vient de nos terrains, et en discutant on s'est rendu compte qu'elle pouvait être un peu abstraite et posée ailleurs, c'est ce qu'on a appelé le processus d'explicitation du monde social. C'est en situation de guerre civile, tout ce qui allait de soi ne va plus de soi. Donc les mots, les maisons, les gens, les objets, un pont qui traverse tous les jours devient un checkpoint. Votre accent sur lequel personne s'arrête commence à vous trahir. Voilà. C'est cette façon dont tout ce qui va de soi ne va plus de soi. C'est ça qui nous avait intéressé initialement. Alors, en quoi c'est plus fort pour la guerre civile que pour la guerre? Encore une fois, ce que disait Jérémy, c'est une approche processuelle. Donc on ne définit pas la guerre civile. On a souvent des guerres civiles qui sont enchâssées dans des guerres ou qui s'accompagnent de révolutions, etc. Donc on ne parle pas de définition toute faite. Mais la guerre civile, en poussant à son acmé l'opposition entre amis et ennemis, va faire porter ce doute sur les choses peut-être plus loin que d'autres situations. Donc c'est aussi une épreuve pour notre compréhension du monde social. C'est-à-dire, si on regarde bien, à l'inverse, dans nos vies quotidiennes, on fait confiance aux routines, on fait confiance aux institutions, on part du principe que pour aller tel endroit, il y a un certain nombre de dispositifs sur lesquels on va pouvoir s'appuyer. Tout ça explose en situation de guerre civile. Donc c'est aussi une façon d'interroger ce qui va de soi dans nos propres sociétés, et les guerres civiles sont le lieu où la portée quasi anthropologique, existentielle de ce qui va de soi est mise en doute. Pourquoi? Parce que c'est votre vie qui est en jeu à chaque fois. C'est-à-dire que si vous ne contrôlez pas les nouveaux codes qui se mettent en place,
code qui change à toute allure, on verra avec les exemples tout à l'heure, c'est votre vie qui est menacée. On peut dire un mot peut-être de l'histoire de ce livre, parce que c'est un livre collectif qui est paru donc l'an dernier, mais il est lui-même issu d'un colloque, et le colloque issu, on comprend, de vos discussions de césianistes, de dénémistes, auxquels se sont greffés d'autres participants. Donc comment vous avez fait? Est-ce que vous avez fait une liste de guerres civiles en disant qu'il ne faut pas qu'on rate l'Espagne, la guerre civile russe, etc. Ou est-ce qu'il y a des gens qui vous ont dit que ce serait intéressant d'avoir leur regard? Comment ça s'est constitué, ce groupe que vous avez ensuite, qui figure ensuite dans le livre? Alors, comment ça s'est constitué? Le point de départ, je pense que c'est même intéressant pour le public, c'est que ça vient de nos discussions. Et avec Jérémy, on avait travaillé ensemble déjà sur la commune. On s'était déjà rendu compte que très bien maîtriser le XVIe siècle et très bien maîtriser le XIXe siècle posait de nouvelles questions à l'intérieur. C'est ça le point de départ. Et que cette question de l'explicitation fonctionnait pour ces deux terrains. L'intérêt des guerres civiles, c'est que c'est une situation terrible, évidemment, qui facilite la comparaison, parce qu'on va retrouver les mêmes problèmes dans des espaces-temps très différents. En tout cas, c'est l'hypothèse de départ, ce qu'on voulait suggérer, c'est-à-dire qu'on voulait aussi rendre possible la comparaison, la mise en comparabilité des situations. Donc on a commencé comme ça, on s'est dit que c'était une bonne idée, et puis après, on a combiné un peu les deux éléments, c'est-à-dire on a fait quels sont les guerres civiles qu'il ne faut pas oublier, on en a oublié plein, et quels sont les auteurs qu'on a envie d'avoir, parce que l'idée c'était pas seulement les guerres civiles, il fallait demander à des auteurs d'accepter de se couler dans notre questionnaire. C'était ça qui était un peu plus délicat. Certains étaient très à l'aise dans l'exercice, comme Laurent Guillet, d'autres n'y étaient pas habitués, mais l'ont fait avec des résultats qui étaient tout à fait intéressants. Ce qui est très dur quand on fait un ouvrage collectif, c'est de faire en sorte que les personnes soient suffisamment intéressées par la question pour qu'elles acceptent de ne pas refaire ce qu'elles ont déjà fait. Et là, il faut rendre hommage à tous les auteurs et autrices, tout le monde l'a fait. De ce point de vue-là, c'était plutôt une réussite. Et dernier point, on voulait nous déplacer dans le temps, pas du XVIe siècle au XXIe siècle, dans l'espace, on parle de la France à la Chine en passant par la Colombie, et dans les disciplines. Donc on a des historiens, des anthropologues, des politistes, des sociologues. Donc finalement, on a fait un grand colloque, où tous ces gens-là sont réunis. Ça a marché et l'idée du livre est venue après le colloque. C'est une fois qu'on a vu que l'hypothèse qu'on proposait avait des effets réciproques. Pour donner un exemple très concret, ça vient de discussions à l'origine entre Quentin et moi. On se connaît depuis très longtemps et souvent, alors on a travaillé ensemble un petit peu sur la commune, sur les usurpations de fonctions pendant la commune de Paris, qui est un sujet assez intéressant puisque ça rejoint la question du faussaire et la question de la double institution en situation de guerre civile. L'institution légitime qui serait Versailles et l'institution faussaire qui serait la commune de Paris. Et c'est vrai que si on a voulu travailler ensemble sur ce sujet, c'est parce que voilà, on s'est aperçu que des questionnements de césianistes sur une guerre civile, les guerres de religion en l'occurrence, pouvaient intéresser Quentin sur le XIXe siècle. Et je posais des questions qu'il ne s'était jamais posées en tant que XIXiste et vice-versa. Un seul exemple, quand on est césianiste sur les guerres de religion, on est frappé par le fait que beaucoup de mots dans la guerre civile sont précédés de prétendus. Hein, la prétendue religion réformée. Et donc, je parle de ça à Quentin, non, voilà. Le monde des guerres civiles au XVIe siècle est un monde dans lequel les mots sont très souvent précédés de doutes sur les mots. Et qui est un constat tout à fait banal chez les césianistes. Et quand je dis ça à Quentin, ça fait réfléchir Quentin sur un sujet, sur la Commune de Paris et sur la linguistique et sur la façon de nommer les institutions, ex-préfecture de police dans le cas des communards. Voilà, donc c'est ce genre de déplacement qui à l'origine, voilà, sont des discussions assez informelles entre lui et moi. Pour rester un instant sur ce terrain de la fabrique du livre et des personnes qui y ont participé, il faut peut-être insister sur cet aspect pluridisciplinaire parce que, on l'a dit, il y a plusieurs gens de plusieurs disciplines qui peuvent participer, mais le point commun, c'est que, je dirais d'une certaine manière, il y a un terrain historique et une question sociologique. Le questionnement, vous avez cité Boltanski tout à l'heure, il y a Erwin Goffman qui revient beaucoup dans le livre, cette idée que la question fondamentale, c'est qu'est-ce qui fait tenir une société et à quel moment la société ne devient plus lisible, n'est plus lisible pour les acteurs. Autrement dit, l'histoire et le terrain d'une certaine manière, mais tout le monde a joué le jeu de l'unité des sciences sociales, au fond, et sur un terrain historique, poser une question qui est une question de fonctionnement de la société. Oui, je crois que c'est tout à fait ça, merci de le souligner.
c'est ce qui nous permet de tous travailler ensemble. Finalement, spécialiste de la France du XVIe siècle, spécialiste de la Chine du XIXe siècle, spécialiste du Pakistan, d'ères différentes, de langues différentes, de siècles différents. Qu'est-ce qui nous permet de travailler ensemble? Eh bien, c'est certainement pas de nous enfermer dans l'érudition, même si l'érudition est bien sûr importante, c'est la base. Et ce qui nous permet de travailler ensemble, c'est ce qui fait notre culture commune. Et ce qui fait notre culture commune, ce sont les sciences sociales. Et ce sont les grands questionnements des sciences sociales. On a cité Herdy Goffman, bien sûr. Herdy Goffman a un article qui est fondamental pour nous, qui s'appelle les apparences normales. Comment, dans une situation qui est anormale, par exemple, vouloir cambrioler une banque, un cambrioleur va mimer les apparences normales pour faire croire qu'il n'est pas un cambrioleur. Bon, ça, c'est une question de sciences sociales. Comment est-ce qu'on fait croire, quand on est un cambrioleur, qu'on n'est pas un cambrioleur? Et on s'est dit, nous, on voudrait faire tourner ces problématiques sur la Commune de Paris, sur les guerres de religion, sur le Pakistan contemporain. Donc on a cité Goffman, qui est très très important comme matrice commune, 16e, 19e et 16e, 20e. Ce qui est aussi Erwin Garfinkel, Aaron Garfinkel, voilà, l'ethnométhodologie, qui lui aussi a fait toute une série d'expériences avec ses étudiants pour faire dérailler le monde. C'est-à-dire, il demande à ses étudiants de rentrer chez eux le soir, par exemple, et de se comporter comme si le monde n'était pas naturel. Tu rentres chez toi le soir et tu demandes à tes parents est-ce que je peux ouvrir le frigo? Bien sûr, ouvre le frigo, prends un yaourt, mais ils sont où les yaourts? Elle est où la cuisine? Et donc, il demande à ses étudiants de faire comme si tout ce qu'il y avait de soi n'avait plus de soi. Et à partir de ces expériences-là, il mettait en avant à quel point le monde dans lequel nous vivons, le monde de paix, le monde normal, est traversé par un énorme niveau de non-dit. Voilà. Et on se dit, la guerre civile, ce qui nous intéresse, c'est que tout ce non-dit qu'on ne voit pas en situation normale, là, on va le voir. Alors, si on ajoute encore peut-être une référence théorique, mais il me semble que ça dialogue avec ça, on pourrait aussi parler de Pierre Bourdieu et de la question de l'habitus. Parce que d'une certaine manière, ce que vous soutenez dans le livre, c'est que la guerre civile est un moment durant lequel les habitus incorporés qui font que le monde va de soi, qu'on a appris à fonctionner dedans et qu'on a des dispositions qui sont à peu près ajustées au monde tel qu'il est, finalement la guerre civile c'est un moment de désajustement radical entre ce qu'on a incorporé et ce que devient le monde en quelque sorte. Oui, tout à fait. Tout à fait. Bourdieu pourrait être un des troisièmes grands auteurs de référence du livre. Après, il faut juste préciser que ce qu'ont en commun toutes ces approches, c'est de partir d'abord du terrain. Alors, on parle de questions très concrètes, c'est ce que vient de montrer Jérémy, ce qui fait que le livre est assez facile d'accès pour n'importe qui, quelle que soit sa discipline. Il n'y a pas de discussion théorique très longue, mais dans le cas de Bourdieu, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a énormément de débats chez les sociologues sur l'action d'habitus. Il y a trois positions, en fait, les trois sont bonnes. La première, c'est le désajustement, c'est-à-dire que les habitus incorporés ne fonctionnent plus et vous êtes perdu. Par exemple, le yaourt n'est plus dans le frigo, toutes ces habitudes qu'on a intériorisées ne vont plus. L'autre, c'est ce qu'on appelle la régression vers les habitudes, c'est-à-dire c'est le contraire. En situation de guerre civile, on est tellement perdu qu'on se fixe sur ce qu'on a appris au fond le plus profondément. Par exemple, dans les moments révolutionnaires, les habitus sociaux, aristocratiques notamment, se durcissent de plus en plus, où on va vous renvoyer à ça même si vous essayez d'échapper. Donc les deux vont ensemble. Ce qui est important, c'est le désajustement. En fait. Et la troisième, c'est ce qu'on voit notamment dans le livre, dans le cas de la guerre du Liban, c'est que quand ça dure très longtemps, comme dans le cas de la guerre du Liban, il y a d'autres habitus qui se mettent en place, qui sont des habitus de la guerre civile. Vous prenez l'habitude, lorsque vous marchez dans la rue, de courber la tête, de vérifier s'il n'y a pas un sniper. Vous avez le réflexe, au fond, de prendre d'autres rues, etc. À tel point que lorsque la situation revient normale, avec tous les guillemets qu'on peut imaginer, ça devient difficile de se réhabituer au monde normal. Donc voilà, Bourdieu est extrêmement utile et la guerre civile permet d'enrichir aussi cette notion d'habitus. Et l'intérêt de la notion, c'est qu'on voit bien que les questions dont on parle, c'est des questions qui vous touchent au plus profond de votre identité sociale. C'est-à-dire, encore une fois, tous ces éléments que vous ne mettez pas en cause, qui en réalité vous constituent. Dans les contributions que vous avez rassemblées, quels sont les éléments qui ont été pour vous les plus inattendus, qui vous ont pu dépayser par rapport à tous ces terrains, la
une vie paysanne, Karachi, l'Espagne de 1939. Voilà. Est-ce qu'il y a des choses qui, par rapport au questionnaire initial, ont été des surprises, ont été des dépaysements encore plus que ce que vous pouviez imaginer? Un des articles qui, moi, m'a le plus surpris, c'est un article que je vous recommande, qui est un article de Laurent Gaillet sur Karachi, sur un journal qui s'appelle Jean Baz. Laurent Gaillet. Et Nida Karmel. Voilà, ils sont deux, c'est vrai que j'aurais dû citer les deux auteurs. Ils étudient ce journal, qui est un journal centré sur les faits divers, sur qui est mort, qui sont les caïds, qui sont les mafieux. Et voilà, a priori, c'est une source qu'on pourrait juger indigne en sciences sociales. On sait bien qu'il n'y a pas de source indigne en sciences sociales, mais c'est vraiment un journal centré sur les faits divers. Et il montre comment, dans cet univers marqué par l'ultra-violence, marqué notamment par une guerre des gangs, ou par ce qu'on pourrait qualifier de guerre civile, eh bien, ce journal, qui est vraiment un journal consacré aux faits divers, c'est un guide dans l'action quotidienne. C'est ce qui va permettre aux habitants de savoir qui est le chef de telle rue, qui est mort, parce qu'ils font aussi des photographies de cadavres. Donc ce mauvais journal, ce journal des bas-fonds, va servir, et il est extrêmement lu, c'est plusieurs dizaines de milliers de tirages, il est extrêmement lu parce qu'il est très utile aux habitants pour se situer dans cette zone d'incertitude radicale qui est une ville prise dans la violence. Avec un niveau supplémentaire de complexité, c'est que ce journal, il est utile pour se situer, mais il produit aussi de l'incertitude et du faux. Parce que c'est aussi le journal qui est financé en gros par les caïds et par différents acteurs plus ou moins mafieux de Karachi, qui disent je veux une pleine page pour faire mon défi à la police, je veux une pleine page pour mon défi à l'autre gang, etc. Qui parfois disent on contrôle tel secteur, mais en fait ils ne le contrôlent pas forcément. Donc en même temps, ils permettent de se repérer, mais ils contribuent aussi à la situation de guerre civile et de flou radical sur l'univers dans lequel on évolue. Oui, ce qui montre très bien, c'est un point important, c'est que dans ces situations-là, le faux peut être facteur de lien social. Que tout le monde sait que c'est faux, mais tout le monde est d'accord pour conférer à ce journal un rôle dans les discussions quotidiennes. Donc ça fait partie de ces exemples, hein, on voit que ce qui se produit dans les situations de guerre civile, ce sont de nouvelles normes. En fait. Le vrai et le faux peuvent être à égalité acteurs pour se repérer dans une situation de guerre civile. Alors, sur les surprises, une première surprise, au fond, c'est que sur tous les terrains, la question fonctionnait, ce qui n'allait pas de soi. La deuxième surprise, elle est c'est ce qu'on a appelé après l'implicitation. C'est-à-dire qu'au début, avec Jérémy, on cherchait ces situations où il fallait absolument être capable d'expliciter, c'est-à-dire d'identifier l'identité que vous portez en vous-même pour savoir comment réagir. En fait, on s'est rendu compte qu'en situation de guerre civile, cette explicitation est très forte. Et on veut aussi créer des situations d'implicite, c'est-à-dire pour survivre, vous devez recréer des espaces dans lesquels vous êtes à peu près d'accord entre vous. Sinon, c'est pas vivable. Ça, je n'y attendais pas. En fait, en réfléchissant à posteriori, c'est évident, mais ça ne faisait pas partie du questionnaire initial, et c'est devenu assez évident après. Pour parler de l'Ouest colombien, pour rebondir un peu sur ta question, c'est l'article de Stélio Roland, et il montre que dans les campagnes colombiennes qui sont soumises donc, à une situation de guerre entre clans, entre factions constantes, pour essayer de survivre, ils ont essayé de recréer des territoires autonomes et de garantir leur neutralité dans une situation de guerre. Ils vont faire appel notamment aux ONG pour faire acter l'idée que ces territoires-là doivent échapper à la situation de guerre endémique qui traverse le pays. Donc on recrée du commun dans ces moments où, au fond, tout devait au contraire être explicité. L'autre surprise, c'est la dimension créatrice de ces situations. Évidemment, c'est d'abord la destruction qui l'emporte. On a un article absolument terrible d'Elisabeth Claverie sur la guerre civile yougoslave de 1990, sur vraiment la destruction est poussée tellement loin qu'il n'y a plus rien, c'est-à-dire qu'on a une anomie complète. Mais à l'inverse, dans certains cas, on va avoir des phénomènes de création. Ça, c'est le cas du papier de Michael Braddick sur l'Angleterre révolutionnaire, où il montre qu'au fond, le langage est abîmé et s'invente un nouveau langage politique dans lequel on va pouvoir s'exprimer de nouvelles formes d'utopie, par exemple. Donc finalement, ce système des guerres civiles, enfin cette expérience des guerres civiles, a pris des formes beaucoup plus riches et variées qu'on pouvait imaginer, sur un fond évidemment à chaque fois terrible. Alors, le livre, et vos contributions dans le livre, insistent beaucoup sur la dimension des indices, sur le fait qu'en guerre civile, le monde tel qu'il était ordinairement n'est plus évident
déchiffrable, donc il faut faire un effort supplémentaire pour le déchiffrer, un apprentissage parfois, il y a une sorte de nouvelle grammaire sensorielle, visuelle, etc. Alors peut-être en partant, j'ai une fois de la contribution sur le XVIe siècle, dire un petit peu par quoi ça passe concrètement. Alors, encore une fois, on a pris quelques éléments concrets pour dire, voilà, être protestant ou être catholique, alors qu'on sait qu'on est dans une ville ou dans un espace où l'ennemi peut être là, à quoi il faut faire attention? Alors oui, en effet, une des hypothèses de travail, c'était que les crises radicales impriment non seulement une régression dans les habitudes à certains moments, mais aussi dans d'autres situations, qui sont celles que tu évoques, une hausse de la réflexivité. Donc une hausse de la réflexivité, ça veut dire que dans une situation où traditionnellement on ne se pose pas de questions, on ne guette pas les indices de qui est qui fait quoi, qui va où. Dans une situation de guerre civile, on va au contraire être très attentif, accroître son niveau de vigilance et son niveau de réflexivité pour guetter les signes dans la rue. Alors un exemple très concret, Montaigne, Montaigne écrit pendant les guerres de religion, les essais s'est publié en 1580. Montaigne raconte que pendant une des guerres de religion, il traverse le pays, il chevauche avec quelqu'un qui, à côté de lui, se fait passer pour un catholique. Donc comment cette personne se fait passer pour un catholique? Eh bien, il s'est bardé de toute une série de grandes croix, très visibles, pour montrer ouvertement, dès qu'il passe un checkpoint, ça s'appelle un corps de garde à l'époque, dès qu'il passe un corps de garde, il arbore ses croix. Voilà. Donc, les gens se laissent plus ou moins berner, Montaigne lui-même se laisse berner, donc comment repérer, comment distinguer un catholique d'un protestant dans la rue? Quelqu'un qui arbore une croix, c'est un catholique. Mais il se trouve que plus on avance dans l'itinéraire, dans leur pérégrination, plus Montaigne s'aperçoit que ce gentilhomme, chaque fois qu'on croise un checkpoint, il est mort de peur. Il transpire, il devient blanc, il blêmit, il bégaye. Montaigne appelle ça les alarmes de la conscience. C'est hyper important, c'est-à-dire que non seulement dans une situation de guerre civile, il faut guetter ces indices qui sont les uniformes, les croix, les chapeaux, mais en plus tout ce que le corps peut laisser trahir, à savoir cligner des yeux, pâlir, blêmir, trembler. Tout ceci font partie de ces indices qui laissent entendre que la personne a un habitus qui travaille contre elle souterrainement et qui risque de la trahir. D'ailleurs, ce gentilhomme protestant se fait trahir, non pas par son déguisement, non pas par ses indices extérieurs, mais précisément parce qu'il a peur et il ne peut pas s'empêcher de trembler. Peut-être pour revenir, Quentin, sur cette question des indices, à l'inverse, moi j'ai été très frappé aussi par l'article d'Étienne Cabri, qui est très fort et aussi très émouvant, parce qu'il décrit l'enquête qu'il a menée auprès d'une personne, une femme témoin, qui m'a raconté ce qui s'est passé dans une ville de Bosnie, je crois, je ne sais pas comment ça se prononce, Foča, qui est une femme médecin qui n'a pas vu les indices. Tous les indices étaient là, les Serbes avaient fait leur bagage, ils étaient partis, il y avait des choses qui commençaient à manquer, mais elle était tellement dans la normalité, d'une certaine manière, elle ne pouvait pas imaginer que la guerre civile allait se déclencher, du coup les indices étaient là, mais elle les a compris qu'après. Oui, c'est ce qu'on appelle les petites perceptions. Alors pour repositionner un peu son texte, on constitue effectivement à Foča, qui est une ville à 50% musulmane, 50% serbe, dans laquelle il y a des tensions avant la guerre civile, mais aussi beaucoup de phénomènes de mariage, des évolutions plutôt convergentes. Et la guerre civile vient littéralement déchirer ce qui était un tissu social en place, notamment sous l'égide de Karadzic. Et l'armée serbe vient détruire le quartier musulman et éradiquer littéralement tous les villages musulmans autour. On demande aux Bosniaques nationalistes de ne pas intervenir sinon vous faites arrêter. Donc on a affaire à une situation de destruction absolue. C'est probablement une des situations de guerre civile où l'impossibilité même de se faire l'explicitation est poussée à son comble. C'est-à-dire qu'il n'y a plus rien. Il n'y a plus de règles, il n'y a plus rien à... Et donc elle prend l'exemple de cette femme médecin qui dit justement c'est incroyable parce qu'on savait, on avait toutes les informations, mais à aucun moment on a cru que c'était possible. Et l'argument va un peu plus loin, c'est ce qu'elle appelle les petites perceptions, c'est qu'en fait on est quand même en 1990, ce qui se passe se déroule sous le regard de l'Europe entière.
les médias en parlent, etc. Et chaque pas est observé, mais personne ne compose le tableau que dessinent tous ces pas, qui sont en gros la mise en œuvre d'un génocide ethnique. Et ça, c'est assez intéressant, c'est-à-dire il y a les indices qu'on observe et ceux qu'on ne sait pas voir parce qu'on est encore dans une situation où on ne croit pas à ce qui est l'impossible qui se déroule sous vos yeux, c'est-à-dire qu'on est encore dans un monde normal alors que le monde anormal est directement sous vos yeux. Ça, c'est assez intéressant sur les grilles de lecture qu'on mobilise malgré nous sur l'actualité dans laquelle on est nous-mêmes pris. C'est un très bon exemple qui montre la puissance des grilles de lecture du monde normal face à une situation de destruction et génocide total. Oui, je pense qu'on peut rebondir, me semble-t-il, sur ce qui se passe dans le voisinage au moment du massacre de la Saint-Barthélemy, qui est un exemple aussi évidemment de guerre civile. Moi, en lisant l'article d'Elisabeth Lavry, qui met en scène cette femme qui est pourtant médecin, qui a beaucoup d'amis de toute religion, qui ne voit rien, qui ne peut pas mettre bout à bout toute une série d'indices. Alors, premièrement, c'est une leçon pour l'historien pour lutter contre la connaissance a posteriori. C'est-à-dire que les acteurs pris dans le conflit, pris dans la guerre civile, ont des petites perceptions et qu'ils n'ont pas un tableau d'ensemble et que c'est une erreur méthodologique a posteriori de dire qu'en réalité tous les indices étaient là. C'est vraiment un biais qu'on connaît bien, mais là il y a la leçon. L'autre élément avec la Saint-Barthélemy, c'est qu'on a exactement la même chose. Le 23 août 1572, quand les voisins catholiques viennent chercher leurs voisins protestants, on pourrait dire, mais pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas résisté? Ça fait 4 ans qu'ils étaient persécutés sans cesse, qu'ils étaient jetés en prison, exactement par les mêmes hommes qui allaient les massacrer dans la nuit. Eh bien, il y a aussi cet effet de sidération, d'impossibilité de voir ce qui nous semble évident après le massacre ou après le génocide. On ne peut pas voir, on ne veut pas voir tellement la normalité nourrit notre imaginaire, tellement l'ordinaire est ce contraire. On ne peut pas voir que nos voisins vont nous tuer. Et je trouve que là, moi, l'article d'Elisabeth Lavry, c'est un article qui était décisif dans la manière dont j'ai conceptualisé un petit peu après le massacre de la Saint-Barthélemy. Quentin, pour revenir sur cette question des apparences, quel serait l'équivalent pendant la commune du gentilhomme qui chevauche avec montagne et qui cherche à déguiser qui il est par une apparence physique différente? Alors ça tombe bien parce qu'on a des exemples. Ce qui m'avait surpris Jérémy quand il a travaillé avec nous sur la commune, c'est qu'on a beaucoup d'archives. Il était très jaloux. En plus, ça serait plus facile à lire. En plus, elles sont plus faciles à lire. Donc, comme vous en avez peu, le précision porte un peu plus loin, on va dire. Alors, un exemple qui, moi, m'a fasciné, mais c'est un peu ce que vient de dire Jérémy, c'est après le... Vous avez compris que le colloque s'est déroulé il y a quelques temps. C'est après le colloque que les regards se sont ouverts et que j'ai pu faire attention à des choses que je trouvais amusantes et dont je n'avais pas perçu l'enjeu. Donc, il s'agit d'un curé, je ne sais plus de quel couvent, qui quitte précipitamment la commune et qui doit absolument retourner dans son couvent pour récupérer des papiers, voir si les enfants sont bien partis, etc. Donc, en fait, ce qu'il fait, c'est un peu l'exemple inverse, c'est qu'il réussit, il ne se fait pas prendre. Il se déguise en communard, il fait exprès de s'habiller mal, il met un petit bandeau d'ambulancier, il mime l'attitude corporelle des communards et ce qu'il imagine être leur langage. Et donc il raconte ça très bien, il le raconte juste après, parce que juste après la commune, évidemment, il y a toute cette dénonciation par les anticommunards de ce qu'ils jugent être les méfaits de la commune, et donc du coup, lui, il raconte un peu ça de façon un peu héroïsante, mais c'est aussi pour prouver tous les méfaits que les communards ont apportés sur son couvent. Et donc il arrive dans le couvent, et là, le lecteur Goffman que tu as apprécié parfaitement, les gens le reconnaissent. C'est-à-dire les communards ne le reconnaissent pas, mais ceux qui s'occupent du couvent au quotidien le reconnaissent, et ils arrivent à se retenir de lui parler, de le tutoyer, de lui donner son nom. Donc c'est intéressant aux deux sens du terme, c'est-à-dire que l'indice peut être ce qui vous trahit, mais il y a aussi tout ce que nous on n'a pas vu, du coup, qui sont le contrôle des indices, c'est-à-dire tous ces masquages, ces déguisements réussis. Et là, ce qui est intéressant, c'est que c'est non seulement lui qui mime corporellement ce qu'il imagine un communard, et ça marche, mais c'est aussi une interaction. Ceux qui pourraient le dénoncer parviennent à se retenir et à ne pas le dénoncer. Donc c'est un bon exemple d'une part, sous la commune, il ne faut pas avoir l'air d'un curé, ça en sans doute un petit peu, mais pour passer les checkpoints, il faut aller un peu plus loin que cela,
Et à l'intérieur même de la commune, il y a ce qu'on a appelé ces formes d'implicite, en quelque sorte, cette forme anticommunards qui parviennent à créer un espace d'entente au cœur même du couvent occupe. Voilà un exemple dont je ne savais pas quoi faire quand j'ai lu le texte, mais que je trouvais amusant, mais dont au fond il reflète particulièrement ce jeu des apparences que la guerre civile vient mettre en place. On a plusieurs fois utilisé le terme checkpoint, mais en fait on peut le prendre au sens physique, un barrage, un routier, un engin de contrôle, mais dans un sens aussi plus large, il y a plusieurs articles dans le livre qui travaillent cette idée du checkpoint, c'est-à-dire en gros de la technologie de vérification. Le checkpoint comme lieu où on se pose la question, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, dans quel camp il est. En Chine par exemple au 19e siècle, on fait des listes pour savoir, voilà, les typings c'est eux, ils ont telles caractéristiques. Il y a plusieurs articles comme ça qui montrent qu'en situation de guerre civile, précisément parce que tout se dérobe, on a besoin de produire du checkpoint sous plein de formes, la forme concrète d'arrêter des gens dans la rue, mais aussi sous forme écrite, sous forme de liste, sous forme d'indices, etc. Ouais, je vais rebondir sur le cas des typings, puis après je te laisserai poursuivre. Donc, les typings, pour rappel, hein, c'est probablement la pire guerre civile au moins du 19e siècle, hein, 20 millions de morts au milieu du 19e siècle, entre 1850 et 1860 et quelques. Et en fait, Toby Meyerfond, qui est une spécialiste de cette guerre civile, est tombé sur une archive extraordinaire, qui est en fait un texte qui essaie de ramasser l'ensemble des connaissances que les anti-typing ont sur les typings pour essayer de les reconnaître. Donc c'est une source produite a posteriori. C'est amusant parce qu'on a croisé un ami tout à l'heure au bar Le Reflet, qui est un spécialiste de la Chine, qui nous a dit qu'il était étonné qu'une telle source ait pu être trouvée, que c'était quasiment miraculeux, un exploit, non seulement qu'il ait trouvé, mais qu'il ait pu la lire. C'est intéressant sur cette question de la langue. Apparemment, la source est extrêmement dure à déchiffrer. Donc elle a réussi à la déchiffrer. Et on voit en fait ce qui est authentiquement un savoir-faire de la guerre civile. C'est-à-dire on produit des discours et des stéréotypes sur l'ennemi qui visent d'une part à le qualifier comme ennemi, donc il y a évidemment toutes les parts, mais qui visent aussi à pouvoir le reconnaître et l'identifier, c'est-à-dire qu'il y a aussi une fonction stratégique. Donc l'exemple des typings de ce point de vue-là, il est extrêmement intéressant, c'est que la guerre civile produit aussi un savoir spécifique dont l'historien ne sait pas quoi faire a priori, sauf s'il a une très bonne connaissance des situations et qu'il parvient, comme ici, à le déchiffrer correctement. Oui, juste pour revenir rapidement sur ta question, il y a un checkpoint, effectivement, c'est un cas particulier d'épreuve. Un checkpoint, ça vise à réduire une incertitude. Pourquoi est-ce qu'on met en place des épreuves, de manière générale, dans la société, pour réduire des incertitudes? Boltanski et Théo disent pour réduire des incertitudes sur les grandeurs. Un checkpoint, ça vise à réduire une incertitude en général sur l'identité d'une personne. Est-ce que cette personne est protestante ou catholique? Est-ce que cette personne, dans le cas de la guerre civile en Ukraine, est-ce que cette personne est bolchevique ou non? Est-ce que cette personne est communarde ou versaillaise? Donc, finalement, le checkpoint, c'est un cas particulier, mais voilà, pour nous, c'est tout à fait révélateur de ce qui, l'essence de la guerre civile, c'est peut-être un peu prétentieux, mais ce qui vraiment est caractéristique forte de la guerre civile, la multiplication des épreuves, c'est-à-dire voilà, la multiplication des checkpoints dans l'ordinaire de la vie quotidienne. On peut avoir aussi des épreuves dans la maison, on peut avoir des épreuves dans le lit. Je parle toujours du massacre de la Saint-Barthélemy, mais il y a, dans le cas du massacre de la Saint-Barthélemy, une femme qui s'appelle Charlotte Duplessis-Mornay, qui réussit à s'enfuir, elle est protestante. Elle réussit à s'enfuir, elle se retrouve en banlieue parisienne dans une auberge surpeuplée où on lui propose de dormir avec plusieurs femmes. Elle se fait passer pour une domestique, ça a marché, une domestique catholique, sauf qu'au moment de se mettre au lit, elle se déshabille et ses sous-vêtements sont de toute évidence des sous-vêtements qui ne sont pas des sous-vêtements de domestiques, mais des sous-vêtements de nobles, et ça la trahit. Donc ça veut dire qu'il y a des épreuves jusque dans les lieux de la plus haute intimité que sont le lit. Alors on voit que c'est passionnant de dialoguer comme ça, le XVIe siècle, la Colombie des années 1990, le XIXe avec la commune ou les typing. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y a pas de transformation, et du coup c'est pas la question fondamentale posée par lui, mais j'en ai quand même vous la poser. Est-ce que vous voyez des choses changer entre le XVIe et la période contemporaine? Je pense notamment qu'il y a plusieurs articles qui montrent sur le Liban, sur Karachi, que les armes à feu par exemple, ça change la donne.
dans le rapport à l'espace. J'ai dit info au XVIe siècle, mais c'est quand même pas exactement le lance-roquette dont Laurent Gaillet et sa co-autrice, je suis désolé, de ne pas avoir été je refous, voilà. C'est pas le lance-roquette dont Laurent Gaillet et Nida Karmani, c'est pas le lance-roquette dont Laurent Gaillet et Nida Karmani nous disent qu'il devient, à partir de 2010-2011, dans l'équipement standard des gangs de ce quartier de Karachi. Voilà. Est-ce qu'il y a des passages de seuil, est-ce qu'il y a des évolutions qu'on peut au moins questionner au cours de la période sans forcément vouloir tout de suite les périodiser, mais au moins se poser la question de qu'est-ce qui peut changer avec le contemporain, les technologies contemporaines. Alors, c'est ce que tu as dit, hein, c'est que le dispositif qu'on a proposé ne répond pas directement à cette question-là, parce qu'à chaque fois, c'est des plongées dans des situations particulières qui vont avoir un air de familiarité entre elles. À la limite, c'est parce que l'inverse de ce que tu décris, mais il y a quand même des choses qui émergent. D'abord, sur le choix de la périodisation, 16e, 21e, pourquoi on a fait ça? Parce que ça correspond malgré tout à l'émergence, en tout cas en Europe, de l'état d'enseignement moderne, qui va donner lieu à une série de définitions, de notions, de manières de s'identifier qu'on va retrouver un peu partout. Donc il y a quand même une cohérence à la période, même si la diversité des espaces fait qu'elle est un peu évanescente. Les choses qui nous ont surpris, alors tu l'as dit, l'amélioration technologique, des armes à feu, mais aussi des moyens de communication qui bouleversent complètement la capacité d'identification. Ça c'est très classique, mais on sait très bien qu'au XVIe siècle, l'identité se fait sur le mode de l'interconnaissance. Je renvoie à Martin Guerre et Simone Davis, qu'à partir du XIXe siècle, avec le développement des États-nations, ça j'en vois à propres travaux, les interconnaissances cèdent le pas devant les identifications à distance que j'ai remonté Vincent Denis. Et ça, on le retrouve aussi dans la manière dont on peut essayer d'échapper ou non aux épreuves de la guerre civile. C'est-à-dire que la carte d'identité va devenir en fait, tous ces marqueurs d'identité qui sont garantis par l'État, qui permettent une continuité de votre identité dans un espace social donné, ce sont des lieux avec lesquels vous allez jouer de plus en plus. Troisième changement important, c'est le rôle des acteurs internationaux qui émergent surtout à partir de la Seconde Guerre mondiale. Vous prenez l'exemple de la Colombie, mais on fait appel aux ONG, on fait appel à l'ONU pour essayer justement de valider ces territoires internationaux. La Yougoslavie, ce que pointe Elisabeth Lavry, c'est quand même le fait qu'il y ait une communauté internationale qui observe et qui analyse mal la situation. Mais, et c'est ce que montre aussi très bien Gilles de Ronsoro, Adam Bachko, dans leur livre sur la Syrie, c'est qu'on ne peut plus étudier une guerre civile sans intégrer le rôle des ordres internationaux. Ça, je pense que c'est une des grandes différences aussi par rapport au début de la période. Donc il y a quand même des mutations très fortes, mais elles ne font pas vraiment l'objet de l'interrogation du livre. Oui, c'est vrai, je pense que c'est une bonne question et on aurait dû y répondre, ou peut-être on voudra y répondre à l'avenir dans un prochain travail, parce que c'est vrai que le livre n'y répond pas, c'est une plongée, c'est vraiment une série d'études de cas, même si on a une introduction, une postface qui tente de synthétiser, mais voilà. De toute évidence, il me semble que oui. On a des États qui sont beaucoup plus forts, beaucoup plus puissants, beaucoup plus bureaucratiques, qui ont des techniques, notamment de traque et d'identification des individus, qui sont beaucoup plus élevées au XXe siècle qu'au XVIe siècle. Voilà, l'étatisation, la bureaucratisation. C'est aussi pour ça qu'on a voulu commencer au XVIe siècle. C'est qu'il y a quand même cette figure de l'État qui est importante, même si elle est balbutiante au XVIe siècle. On n'a pas voulu commencer ce travail au XIIIe siècle, sous l'Antiquité, pour pouvoir comparer des phénomènes dans lesquels on avait quelque chose comme un État dit moderne au XVIe siècle et bureaucratisé à partir du XIXe siècle. Et puis la question des armes me paraît effectivement très décisive, très importante à penser. La figure du sniper qui apparaît dans l'article sur Beyrouth de Aïda Kanafaniza me paraît une figure qui est tout à fait singulière aux guerres civiles du XXe siècle. Elle montre comment on ne peut plus échapper au regard quand on se déplace dans la rue, on ne peut plus échapper au regard des snipers et on finit par intégrer soi-même, parce que c'est l'habitude de la guerre civile dont parlait Quentin, on finit par intégrer soi-même dans ses propres mouvements, dans son propre corps, le fait de se faufiler selon ce qu'elle montre avec la figure du sniper, qui me paraît vraiment très intéressante sur ce que c'est qu'une guerre civile au XXe siècle. C'est l'impossibilité d'être un passant.
c'est la mort de cette figure du passant, la figure du badaud, hein, dont parle Walter Benjamin dans un Paris en paix. C'est voilà, l'idée de se promener sans avoir un but précis. Et bien le sniper contraint les personnes à avoir des itinéraires et aller d'un point A à un point B et à vivre toujours. Et ça, c'est une transformation qui est technologique, qui est décidée. Cette figure du sniper, elle est très liée évidemment à la guerre urbaine, et en ayant lu, avant de lire ce livre, vos travaux respectifs sur Paris, la Saint-Barthélemy, sur la Commune, moi j'associais plutôt la guerre civile et cette question des épreuves de la guerre civile à la ville et au cadre urbain, parce qu'elle se pose sans doute de manière très forte avec ces questions d'itinéraire, de cachette, de refuge, etc. dont on a parlé. Dans le livre, il y a quand même plusieurs articles, je pense à celui de Mercedes Justa, je pense à celui sur la Colombie, de Stéphane Roland, qui montre que finalement ça se pose aussi dans d'autres configurations, dans des endroits où le monde rural, les maquis, les zones de montagne peuvent être des refuges, mais ça n'empêche pas que cette question du vrai et du faux, cette question de savoir qui est l'ami, qui est l'ennemi, elle continue de se poser, pas exactement de la même manière, mais en tout cas, voilà, c'est des terrains différents, mais un même type d'épreuve peut les traverser. Oui, ça c'était important. Nous, on avait nos pieds entre le 16e et 19e. C'est vrai que la ville fait quand même partie de nos terrains de prédilection. Mais on ne voulait surtout pas enfermer le questionnaire là-dedans. Tu l'as dit très justement, en fait, la ville produit un certain type d'épreuve de la guerre civile. Mais cette guerre civile va aussi avoir des effets dans les campagnes et produire un autre type d'épreuve, même si on trouve des éléments communs. Juste pour prendre l'exemple de Mercedes Sosa, qui est très intéressant. Donc elle travaille sur la guerre civile espagnole. En fait, plus exactement, elle travaille sur l'après-guerre civile espagnole. Ce qu'elle explique, c'est qu'après 1939, la guerre civile est officiellement arrêtée, mais en réalité, elle se poursuit dans certaines zones, et notamment dans ces campagnes de l'Aragon qu'elle a étudiées. Elle étudie des communautés paysannes qui, à la fois par choix politique au départ, et puis face à la contrainte qui s'exerce sur eux, rentrent en résistance. Et notamment, ce qui est très intéressant dans ce cadre-là, c'est qu'elle va montrer comment la guerre civile va, d'une part, se couler dans les hiérarchies sociales en place, et en même temps, progressivement, les faire bouger. Notamment, c'est les rapports de genre qui sont concernés ici. Pour les autorités, les femmes ne peuvent pas être combattantes. Évidemment, des autorités très conservatrices. Or, elle se rend compte dans ses enquêtes que les femmes font partie de 50% des combattants. Donc du coup, elles ont un rôle particulier et c'est elles qui vont pouvoir assurer la liaison entre les groupes qui sont dans les montagnes et le village qui sert un petit peu de base de relais. Comme elles ne sont pas censées être combattantes, en fait, on ne fait pas très attention à elles. Et ce qu'elle observe au fil du temps, c'est qu'à force de faire ces allers-retours, ces femmes qui, d'une part, participaient à la résistance contre l'État central, vont peu à peu se politiser et finir par développer un discours politique, y compris sur leur activité en tant que femmes. Donc l'exemple il est intéressant, c'est qu'on voit d'une part, en fait, chaque terrain produit des configurations différentes dans lesquelles ces phénomènes d'explicitation, d'implicitation vont se nouer, par exemple, entre le village et la montagne derrière qui fait office de refuge, alors que dans les villes, on aura plutôt la question des quartiers périphériques, des quartiers centraux, etc. Et puis d'autre part, la question justement des rapports de genre, qui est une question qu'on n'a pas encore abordée, alors qu'elle est au cœur, elle aussi, de ces habitudes qui sont bouleversées ou non en situation de guerre civile. Oui, c'est une question que j'aurais dû vous poser d'ailleurs, parce que c'est vrai que la perte des repères familiers, on pourrait dire que c'est le familier, c'est aussi le familial, c'est aussi d'une certaine manière les rôles traditionnels. Est-ce qu'ils sont bouleversés pas en contexte de guerre civile? Donc voilà, l'article de Mercedes Justa offre des pistes pour y penser, mais il peut certainement y avoir des prolongements sur d'autres terrains. Peut-être sur un autre aspect, une question que je voulais vous poser, c'est la question de la durée. On a parlé du passage du temps entre 16e et 20e, mais la question de la durée de la guerre civile, l'article sur le Liban notamment, montre qu'une guerre civile qui dure dans le temps produit des traces, y compris quand c'est refermé. C'est-à-dire que même, on a dit tout à l'heure qu'il y avait même beaucoup de guillemets situation normale, retour à la normale, mais même une fois que les affrontements principaux sont plus là, les effets produits par cette suspension des certitudes peuvent être toujours présents. Peut-être pas pour tout le monde avec le même degré, peut-être que les gens qui se sont sentis le plus visés, peut-être qu'ils ont peut-être plus de stigmates, en tout cas on pourrait se poser la question dans quelle mesure tout le monde garde aussi longtemps des effets négatifs. En tout cas, on voit que le retour aux implicites n'est pas du tout évident dans ces différentes situations. Oui, je vais juste donner un exemple, puis je laisserai la parole à Jérémy qui aura pas mal de choses à dire là-dessus. C'est une question qui est très importante. Certaines de ces guerres civiles durent peu, d'autres durent longtemps. Et elles vont avoir des effets de destruction des ordres sociaux antérieurs plus ou moins importants. Ce qui va aussi accélérer la destruction, on l'a dit tout à l'heure, c'est les armes, c'est la mise en place d'un État, ça c'était l'exemple de l'Ukraine pendant la guerre civile
russe en 1918-1919, ou le cas de la Yougoslavie. Mais c'est une autre question qu'on n'a pas vraiment abordée dans le livre, mais qui est très importante, c'est celle du trauma. En fait. Une des anthropologues qui nous a inspirés, c'est quelqu'un qui s'appelle Vina Das. Le livre s'appelle Life and Words. Et elle a travaillé sur les effets de la partition entre Inde et Pakistan en 1947. Elle se rend compte qu'en fait, les traces laissées par les exactions qui ont été subies se transmettent de génération en génération et abîment jusque les mots du quotidien, jusque des réflexes qui ont l'air extrêmement intimes, comme disait tout à l'heure Jérémy. Donc ça, c'est aussi un point qui nous échappe un petit peu, c'est qu'on a eu tendance, nous, à nous arrêter au moment où on dit que la guerre civile s'arrête. Mais en réalité, les effets souterrains de ces guerres civiles, surtout lorsque les atteintes ont été extrêmement violentes, se perpétuent au-delà, y compris sur plusieurs générations. Donc la question de la temporalité pour un historien est importante. La guerre civile, c'est un lieu qui vient mettre aussi à l'épreuve la question de la temporalité historique. C'est ce que montre très bien Mercedes Sosa dans son article sur la guerre civile en Espagne, c'est que la guerre civile en Espagne, c'est loin de s'arrêter en 1939, et qu'elle étudie vraiment les répercussions de la guerre civile sur une très longue durée sous Franco. Moi, je voulais dire que je pense que c'est un champ, c'est un nouveau champ. C'est un peu un regret qu'on n'ait pas une étude spécifique consacrée à l'enfance dans la guerre civile, dans ce travail, parce que, à mon avis, il y a quelque chose ici. Quand on travaille sur la guerre civile, effectivement, on s'arrête à la paix, on s'arrête quand la guerre civile cesse. Mais qu'est-ce que ça fait aux enfants je pense souvent aux enfants des guerres de religion, parce que c'est mon champ, c'est quelque chose qui n'a jamais été questionné. Pour les enfants des guerres de religion, qui sont nés dans la décennie 1560, c'est pas quelque chose d'extraordinaire. C'est-à-dire que nous, on part du principe que c'est quelque chose d'extraordinaire de vivre dans une guerre civile, et donc que ça fait quelque chose. Mais des enfants qui ont toujours connu ça, qui ont vécu toute leur enfance, c'est-à-dire que vraiment leur habitus a été construit dans un monde d'ultra-vigilance, dans un monde d'ultra... Et ça, il faudrait étudier, il faudrait poser la question aux adultes du début du XVIIe siècle. Ça n'a pas été fait, et je pense que c'est une très bonne question. L'autre raison, alors ici on a un problème de source pour l'époque moderne, mais je pense qu'il y a une réticence qui est lentement en train d'être vaincue, notamment grâce à des travaux qu'on connaît, ce dernier Majorel par exemple, c'est d'affronter les questions historiques avec les armes de la psychologie et avec les armes de la psychanalyse. On sait l'histoire, les sciences sociales de manière générale se sont éloignées de la psychologie pour des raisons historiques qu'on connaît bien. Je pense que renouer avec la psychologie, renouer avec la psychanalyse pour étudier les traumas, pour étudier les effets en longue durée, même générationnels, sur plusieurs générations, de ce que ça fait que de vivre ces situations, de les traverser et d'y subir. On a aussi toute la question qui n'est pas abordée dans le film, mais qui est super intéressante à mes yeux, la culpabilité du survivant. Qu'est-ce qu'on a fait les survivants de la Saint-Barthélemy, ils ont commis des gestes dont ils ne sont pas fiers pour survivre. Ils ont dansé avec les bourreaux, ils ont ri avec les bourreaux, ils ont parfois couché avec les bourreaux. Ça fait quelque chose, on ne sait pas quoi, mais ça fait quelque chose à la psyché, et ce quelque chose se transmet aussi de génération en génération. C'est un champ à venir jusqu'à la retraite, 70 ans. C'est un livre issu d'un colloque qui a été organisé en 2016. On ne peut pas forcément dire que le monde se soit totalement pacifié depuis, nous, nos sociétés. Du coup, la guerre civile, c'est aussi une figure qui est souvent mobilisée, parfois pour décrire des conflits réels qui ont des côtés fratricides comme celui de l'Ukraine actuellement, parfois pour décrire des situations politiques incroyablement polarisées comme aux États-Unis, au Brésil, en Israël, en France peut-être. En tout cas, il y a des gens qui emploient ce vocabulaire. Est-ce que c'est quelque chose que vous aviez en tête au moment de travailler sur ces questions, au moment de publier ce livre, peut-être d'ailleurs avec un décalage entre 2016 et aujourd'hui, le fait que la guerre civile, ce n'est pas une figure qui est une figure uniquement du passé, c'est aussi quelque chose que des gens mobilisent, y compris parfois pour s'en revendiquer, pour dire il faudrait une bonne guerre civile, ou la guerre civile est là, préparons-nous, armons-nous, etc. Est-ce que ça a été une préoccupation aussi au moment de travailler sur ce livre? Alors, au moment où on a pensé le livre, non, mais ce dont on s'était rendu compte avec Jérémy, au fond, c'est que dans nos propres formations, il y a des grandes guerres civiles qui ont marqué nos imaginaires. La Yougoslavie en 1990, quand même, ça a été surtout quand on a compris ce qui s'est passé. Et l'autre, c'est le Rwanda. Il y a quand même eu des effets sur les sciences sociales en général, des crises politiques
et de la compréhension des violences de masse qui est extrêmement important. Donc, ces actualités-là ont évidemment nourri notre réflexion et le Liban. Après, c'est l'intérêt de la définition processuelle de cette notion, c'est-à-dire comme on ne dit pas de façon normative ce qu'est une guerre civile et ce qu'elle n'est pas, ça offre une façon d'aborder le sujet de façon un peu plus ouverte. Je donne juste un exemple. En fait, quand on lit le livre, ce qu'on comprend, c'est que la guerre civile, qui est une situation extraordinaire, n'est jamais une situation exceptionnelle à l'échelle de la planète. En fait. Au fond, le paradoxe, c'est que l'extraordinaire est assez régulier. On a fait un numéro d'une revue qui s'appelle Sensibilité sur les insensibilités, et l'un des auteurs, Yassine Al-Chaleh, qui est un militant syrien, disait pour nous, le fonctionnement normal, c'est réservé aux Occidentaux. En fait, vu de la Syrie, ça n'existe pas. Donc, il y a des portions entières du monde où ce qu'on décrit là constitue l'ordinaire depuis extrêmement longtemps. Donc ça fait des effets de décalage sur ce que nous on entend par situation ordinaire qui sont à mon avis extrêmement utiles. Alors dans le cas du Brésil et des États-Unis, évidemment entre la crise environnementale, la crise sociale, les montées des nationalismes, le développement de toutes les théories du complot, on se retrouve dans des sociétés où les camps finissent par être séparés entre eux d'une manière absolument irréconciliable, au point que ce qui fait le fondement des démocraties au moins libérales est menacé, c'est le fait de reconnaître une défaite aux élections. Après, le fait est que les élections ont lieu et que le système a continué de fonctionner, alors que les guerres civiles qu'on a étudiées, ça ne marche même plus en fait. Donc ça donne un outil qui permet d'analyser plus finement ces processus de désajustement. Parce que le risque, ça serait de dire, voilà, les guerres civiles, c'est des vraies guerres civiles, c'est la Yougoslavie. Tout le reste, tout va bien. En fait, non. L'objet tel qu'on l'a défini, et en faisant varier sur des situations extrêmement différentes, ça nous rend beaucoup plus subtil plus subtil, ça veut rien dire. Ça nous donne plus d'outils, en tout cas, pour mieux comprendre les processus de désajustement au moment où ils se mettent en place, sans avoir la certitude de ce qui va se passer après. Donc je pense qu'il y a un effet, ça aide à aiguiser un petit peu l'analyse sur le contemporain. Ça demande évidemment des enquêtes à chaque fois. Pour répondre à ta question sur un point qu'on n'a peut-être pas évoqué, je ne pense pas qu'on avait nécessairement l'actualité des guerres civiles en tête quand on a pensé ce livre, mais on avait quelque chose en tête de très fort, pour le coup, qui n'était pas la guerre civile, qui était les attentats. C'est un livre qu'on a commencé à penser après 2015, et ça, pour le coup, la figure du terrorisme, la figure des attentats et les effets au quotidien, la menace terroriste, ça c'est sûr que c'est quelque chose qui a orienté notre pensée, parce qu'il y a en réalité beaucoup de points communs non dégradés entre le terrorisme et la guerre civile, et notamment dans le fait que le terrorisme aussi surgit comme la guerre civile sans prendre en considération la distinction entre le fond et l'arrière. Le terrorisme, comme vous le savez, surgit à la terrasse des cafés, dans des villes en paix, et ça on a on l'a tous en tête, c'est quelque chose qu'on a tous vécu ici. Ça nous a marqué, et je pense que c'est quelque chose qui est vraiment intéressant, des parallèles à tracer entre la guerre civile comme capacité à pénétrer l'espace le plus intime, l'espace le plus domestique, l'espace de la rue, et le terrorisme aussi qui a cette capacité à suspendre la normalité, à faire nous inquiéter pour un sac dans une gare, à nous faire nous inquiéter pour une poubelle pas suffisamment transparente, à accepter aussi toute une série de privations ou de gestes qu'on n'accepterait pas, comme les palpations, les coups de corps, etc. Avant d'ouvrir la discussion évidemment avec la salle, j'aurais une dernière question qui serait plus pour vous faire réagir à une idée, je me souviens d'avoir lu il y a assez longtemps maintenant dans un livre un peu provocateur, le Bernard Mayer sur les furies, on parle de la Révolution française, de la Révolution bolchevique, et il prend, de façon très provocatrice, le contre-pied de toute une tradition consistant à dire que la guerre civile c'est la pire des guerres, la culture civile, c'est pourtant la guerre civile, c'est la guerre la plus terrible parce que c'est la guerre interne qui brise les familles, le commun, etc. Et Bernard Mayer dit oui, mais en fait non, parce que la guerre civile c'est la seule où on a des bonnes raisons finalement de s'en prendre à quelqu'un. Parce qu'après tout, il n'y a qu'une raison de s'en prendre à un inconnu, une armée étrangère qu'on n'a jamais vue, avec qui on n'a pas de compte à régler. En fait, finalement, il y a parfois des vrais enjeux, mettons dans la guerre civile russe, entre les rouges et les blancs, il y a des vraies questions à trancher au fond. Et du coup, il soutient dans ce livre que finalement la guerre civile, on a l'habitude de la découvrir, mais
il se peut aussi parfois qu'elle soit plus justifiée, en quelque sorte, que les guerres extérieures. Là, je vais juste vous faire réagir à ça, même dans cette formulation un peu provocatrice. Je vais répondre un peu à côté. Ça sera plus simple, mais ça me fait penser à... Parce que les comparaisons entre la Révolution française, la Révolution russe, il y a un tel débat historiographique derrière que partir de ça comme un fait acquis est toujours un peu difficile. Ce que dit Jean-Clément Martin, qu'on n'a pas encore cité dans son papier, qui est intéressant, il rappelle déjà que pour analyser la Révolution française, qualifier, que ce soit le chercheur ou les acteurs, c'est déjà un peu fort. En fait. Révolution, guerre civile, c'est déjà donner une certaine direction aux événements tels qu'on est en train de les observer. Et ce qu'il dit au fond dans son analyse, ce qui est assez intéressant, c'est que la guerre civile, pendant la Révolution française, elle vient se couler dans des partages antérieurs, donc ça renvoie, c'est pour ça que je reste un peu dans le cadre de la question évidemment, elle vient se couler dans des partages antérieurs qu'elle va exacerber, mais en les exacerbant, elle va aussi les faire exploser et rendre disponible d'autres formes d'identification politique, comme notamment la possibilité d'étalage. Donc d'une certaine manière, la destruction induite par la dynamique d'éminisation de la Révolution française rend aussi possible la mise en place d'autres formes d'identification. C'est pas exactement du même registre de ce que dit Arnaud Meyer, mais ça montre que la dimension d'éminisation peut avoir des effets sur les ordres sociaux antérieurs et sur la possibilité de transformation sociale. Moi, je pense que c'est une citation qui fait réfléchir, qui est intéressante et qui déplace la réflexion. C'est-à-dire qu'au lieu de porter la réflexion sur les conséquences de la guerre civile que tous déplorent, effectivement, depuis au moins la civile, la pire des guerres, il la pose au niveau des intentions. Les intentions de ceux qui rentrent en guerre civile peuvent être particulièrement légitimes et particulièrement intenses. Et je pense que, en tout cas pour un certain nombre de guerres civiles, effectivement, c'est le cas. Il y a un niveau de politisation, une intensité des débats idéologiques. C'est vrai que nous, on a fait le choix ici de sortir de la question des intentions, d'avoir un livre qui n'est absolument pas intentionnaliste et très peu aussi porté sur l'histoire des idées, on s'intéresse aux idées, très peu aux idées que défendent les acteurs. Pourtant, voilà, ça fait partie de l'analyse, hein, c'est juste pas un nombre d'analyses qu'on a choisi. Et donc toute cette question des intentions des acteurs, voilà, c'est tout à fait intéressant. Nous, on l'a laissé en cadre pour vraiment se pencher sur ce que ça fait la guerre civile au quotidien. Merci pour cet échange. On va tout de suite ouvrir la discussion avec la salle. Merci à vous. Merci. A priori, il n'y a pas de micro qui circule, donc il faut prendre la parole, se lancer, lever la main si vous voulez. Bon. C'est toujours la première question qui est la plus on peut passer à la deuxième. difficile, c'est ça. Oui. Ouais, donc dans le livre, le chapitre de Mercedes Sosa Rodriguez, elle pose un peu la question de la sortie des guerres civiles. Et du coup, sur le cas de Saint-Barthélemy et la commune, comment est-ce que la sortie elle s'effectue après une parenthèse de vigilance, d'angoisse même, comment est-ce que le retour normal à la vie s'effectue? Alors sur la Saint-Barthélemy, elle s'opère, il n'y a pas vraiment de sortie. Là, au lendemain du massacre de la Saint-Barthélemy, ce qui se passe, c'est que les tueurs sont dans les rues et imposent leur domination et imposent le silence à tous les respectés, à tous les protestants. La Saint-Barthélemy, c'est un tabou en France. Pendant au moins 40 ans, personne n'ose en parler. On commence à en parler quand les tueurs et les bourreaux sont morts, c'est-à-dire au début du XVIIe siècle. Jusqu'au début du XVIIe siècle, ces gens-là, les tueurs, sont bien connus, sont bien identifiés. Ils sont les rois de Paris. Ils continuent d'ailleurs de faire de petits meurtres pour se faire plaisir à l'occasion. Quand ces gens meurent, au début du XVIIe siècle, on commence à prendre la plume et certains posent. Donc il n'y a pas vraiment de sortie de ça. Il y a une violente domination d'un parti sur l'autre. Alors, dans le cas de la commune, c'est plus tranché en un sens. Mais c'est vrai qu'on a eu beaucoup de travaux sur les sorties de guerre, notamment de la Première Guerre mondiale, et assez peu sur les sorties de guerre civile.
Je pense que le même type de questionnement pourrait être à poser. Donc, dans le cas de la commune, c'est un massacre par l'armée versaillaise de 10 000 communards qui met un terme à l'expérience communarde. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est la suite. C'est-à-dire qu'immédiatement, on met en place un processus judiciaire pour remettre de la loi, de la norme dans cette restauration de l'ordre. Et pour le coup, il y a un processus opposé à ce qui s'est passé au XVIe siècle. Il n'y a eu aucun processus judiciaire. Oui, c'est ça. Et là, c'est lié à la présence d'un État plus constant dans l'espace social. Tout ce qui a été déplacé pendant la guerre civile, alors ça c'est intéressant parce que du coup, on le voit presque mieux que pendant, est renommé. On remet toutes les personnes qui ont usurpé des fonctions, on les remet à leur place, littéralement. Les termes qui ont été dévoyés de leur sens, on les reprécise. Quelqu'un qui s'est prétendu commissaire alors qu'en fait il exerçait une fonction d'inspecteur, on reprécise que c'était bien un inspecteur et pas un commissaire, qu'il n'avait pas le droit. Donc il y a tout un travail, on remet le voile de la normalité entre guillemets sur place. Même chose dans l'espace sensible, toutes les traces du massacre sont effacées. On met de la chaux très rapidement pour que l'enjeu c'est que la circulation puisse revenir très rapidement. Donc à partir du moment où la circulation commence à revenir dans l'espace urbain, les autorités estiment que c'est bon, l'ordre est revenu. Et puis il y a un retour aussi à l'ordre moral et religieux, c'est-à-dire que les catholiques, notamment l'Église, va manifester une mainmise sur la ville en réaction à l'occupation communale. Donc il y a la sortie, elle se fait à la fois de façon militaire, juridique, anthropologique, administrative et symbolique. Et enfin, et c'est vrai que c'est une question qu'on n'a pas abordée, qui est très importante, interdiction de parler de la commune, interdiction même de faire circuler des images de la commune juste après l'événement. Ce qui fait qu'on a un effacement. Il y a un historien qui s'appelle Bertrand Tillier qui parle de révolution sans image, mais c'est très juste. Pendant 10 ans, 20 ans, une interdiction policière d'évoquer, même de faire circuler l'événement. Ce qui fait que ça va créer un décalage en termes de mémoire, et lorsque les communards vont revenir après l'amnistie, ils vont reparler de leur événement dans le cadre nouveau de la Troisième République, donc d'une manière complètement différente de ce qu'ils auraient pu faire en sortant de 70-71. En revanche, les acteurs qui ont contribué à l'événement et ceux qui ont échappé aux faits, eux, portent la mémoire de la commune, et celle-ci va rejaillir régulièrement, malgré les espoirs des autorités françaises en 1171. Donc là, on a toutes les temporalités dont on vient de parler qui sont condensées en un événement. Mais l'intérêt de la commune, en termes analytiques, c'est que c'est une semaine qui tranche l'événement, donc du coup, tout est un peu plus lisible sur ces processus de remise en ordre entre guillemets. Pour compléter ce que tu dis, le premier député socialiste sous la troisième, qui est Christophe Tivrier, qui est député de l'Allier, premier député en blouse, est expulsé de la Chambre le jour où il parle de la commune. Et c'est les années 1890. Donc cet interdit pèse encore sur un élu parce que dans le cadre qui est le sien, c'est pas comme une montée au mur. Et encore, c'est compliqué de monter au mur dans ces années, mais voilà, là il est exclu de la Chambre. Alors ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde les archives des commissariats de police entre 1871 et 1873, donc on n'a pas le droit d'en parler, mais l'insulte la plus fréquente qui est issue des policiers à Belleville, c'est l'espèce de Versailles. La commune vaincra, il y a des graffitis. C'est ça aussi, hein, ce langage qui échappe à l'autorité et à la tentative d'étouffer les choses. On parlait des indices tout à l'heure, mais ces micro-insultes, ces graffitis qui essaiment un peu partout, les chansons, tout ce que le pouvoir ne peut pas contrôler, on le voit dans les archives aussi, et donc du coup, il faut apprendre à les interpréter dans le cadre de ces situations. Oui. Votre dernière intervention, c'était sur justement, vous avez dit que vous n'étiez pas attaché aux intentions des guerres civiles. Moi, je voulais juste savoir que votre regard que vous portiez sur justement ce révisionnisme de certaines guerres civiles. Je pense notamment à la guerre d'Espagne, où on a des historiens qui nous ont expliqué que c'était les socialistes, les républicains qui l'avaient parfois un petit peu cherché, ou même, vous en avez parlé pendant la Révolution française avec le mythe du génocide vendéen qui est entretenu jusqu'au Puy du Fou, par exemple. Je vous formule, vas-y, je te laisse répondre. Merci beaucoup, mais c'est une question qui est très importante parce que c'est un point qu'on n'a pas évoqué, c'est que ces guerres civiles génèrent des partisans, et donc génèrent des mémoires politiques partisanes, et c'est très difficile pour les historiens
d'arriver à échapper en quelque sorte pendant longtemps à ces mémoires partisanes. Donc, dans le cas de la guerre d'Espagne, c'est assez connu, mais il y avait un très bon numéro de la revue 20, enfin qui s'appelait 20e siècle à l'époque, mais qui s'appelle 20 et 21 depuis, qui revenait un peu là-dessus sur les mémoires de la guerre d'Espagne et qui montrait en fait comment l'historiographie elle est fille de son temps. C'est-à-dire que quand on a une mémoire qui va tout faire peser sur un camp, l'historiographie va devoir s'adapter par rapport à ça. Après, souvent, on a un effet de balancier dans l'autre sens, donc l'historiographie se réadapte un petit peu. Ça ne veut pas dire qu'elle ne fait pas son travail, c'est qu'elle vient glisser de la connaissance et de la réflexivité au sein d'imaginaires qui sont extrêmement ancrés, qui génèrent énormément d'affects et avec lesquels il est difficile, en quelque sorte, auquel il est difficile d'échapper. Donc souvent, c'est vrai que après, quand on fait l'historiographie de ces événements-là, on traverse souvent des moments de très forte tension partisane dans les lectures de l'événement. Et le meilleur moyen d'en sortir, c'est de faire de l'historiographie, c'est-à-dire de voir comment ces lectures partisanes ont été faites. Ça ne veut pas dire que notre lecture sera meilleure, elle est toujours prise dans notre présent, mais on peut décaler un peu les regards, chercher d'autres angles, et avec ces autres angles, faire un peu avancer la compréhension des événements. Mais c'est vrai qu'on a peu évoqué cette difficulté de faire avec le caractère partisan de certaines mémoires, surtout quand elle est prise en charge par les vainqueurs et par un État qui a été vainqueur. Parce que là, dans ce cas-là, votre mission d'historien est évidemment encore plus compliquée et certains ont été héroïques, notamment autour de cette question de la guerre d'Espagne. C'est-à-dire que faire l'histoire correctement de la guerre d'Espagne à un moment pouvait être dangereux pour vous, en tout cas pas si évident que ça. Notre collègue Mercedes Sosta, qui est l'autrice de l'article sur le sujet, a beaucoup pris la parole publiquement contre les tentatives de ces derniers mois, dernières années, d'une révision pro-frontiste de la guerre civile espagnole. On a fait une émission avec elle, on parle d'histoire si ça vous intéresse. Et c'est vrai que, pour prolonger un petit peu sur notre question, la grande frustration, c'est qu'effectivement, comme le dit Quentin, l'historiographie se déplace et malgré tout, par affinement progressif, arrive à trouver quand même des points d'ancrage factuels. Mais de temps en temps, de l'extérieur du champ, évidemment, on parviennent en pleine figure des sortes de déni total de la réalité, avec des gens qui font des mises en scène parfois très puissantes, très puissamment financées, aidées par les médias de masse. Et là, on a très peu de prise là-dessus. Les professionnels de l'histoire sont confrontés à des falsifications de grande ampleur, à part dire c'est pas exact, et en plus passer pour le ravageois de service qui ne sait pas s'amuser et apprécier la grande mise en scène. Voilà, on est très désarmés par rapport à ça. Alors, parfois on dit qu'il faut produire notre contre-récit, c'est pas non plus notre métier. Donc voilà, c'est vrai qu'on est un peu désarmé quand on a des grands magazines ou des parcs d'attraction qui font de la contre-vérité historique de manière industrielle. On n'a pas ni l'envie ni les moyens de faire le contre-point, il me semble. Pour donner une petite touche plus légère, dernièrement, il y a quelques semaines à Bordeaux, je suis tombé sur un négationniste de la Saint-Barthélemy. Je pense que c'était mon premier qui l'ai lu. En fait, donc c'est quelqu'un qui lit exclusivement Montaigne, et comme Montaigne n'a pas parlé du massacre de la Saint-Barthélemy, eh bien, la Saint-Barthélemy. C'est une bonne méthode. Moi j'ai eu un négationniste de l'assassinat de Jaurès, plus exactement, qui disait que comme Raoul Villard était acquitté, on ne pouvait pas l'appeler assassin ou meurtrier parce qu'il a été acquitté. Voilà, on trouve de tout évidemment. Je crois que madame avait une question. Oui, j'avais une question sur les sources, puisque vous traitez de quelque chose qui est assez implicite, les comportements, les non-dits. En tant qu'historien, on s'attache aux sources. Et quelles sources on peut trouver pour ce genre de choses qui sont plus difficilement tangibles qu'un règlement administratif classique que la lecture? Ouais. Oui, merci beaucoup. En fait, alors, en histoire, tout type de sources vaut. Ce qui change, c'est la façon dont on les regarde. Alors, je reprends l'exemple de Jérémy tout à l'heure sur cette histoire d'ex-préfecture de police. Je l'avais vu une centaine de fois dans tous les documents qui étaient produits par les communards, sans jamais m'y arrêter. Et il fallait le questionnement pour que je me dise, tiens, mais en fait, il y a un doute qui est posé sur l'institution, et après, se rendre compte que l'archevêque, on appelait ex-archevêque, etc., etc. Donc, il y a le regard sur les sources. Après, ça dépend évidemment des périodes. Et puis, encore une fois, on a aussi des anthropologues, des politistes qui ont fait des terrains. Donc là, ça, c'est tout le sens de la postface de Gilles de Ronsoro qui explique la différence entre ce qu'est un savoir d'archives et un savoir de terrain. C'est-à-dire quand on a expérimenté soi-même la guerre civile dont on parle, le type de savoir qu'on produit, on ne lui donne pas exactement la même fonction que quand nous, on est allé
paisiblement, malgré tout, chercher nos archives dans des archives. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est un peu, ça renvoie un peu à ce que je disais, c'est que l'après-guerre civile, dans la mesure où on essaie de réparer ce qui a été déplacé, sont des lieux où on peut observer très nettement ces déplacements, même les plus sensibles, incertains, discrets, puisqu'ils sont explicités à ce moment-là. Donc ça, c'est assez... Et puis l'autre chose, n'oubliez jamais que, si je reprends, alors là, je vais faire comme Jérémy, parler de ce que je connais le mieux, qui est la commune. À un moment, des enfants sont arrêtés et on les juge. Et les enfants n'arrivent pas à parler. Donc on interprète leur silence, on dit que c'est des sauvages. Mais le fait de ne pas arriver à parler, le silence, peut devenir un lieu d'interrogation. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à parler? On peut très bien commencer à développer la question cette parole est inaudible, peut-être qu'il y a un trauma, peut-être que donc même les trous des archives peuvent faire l'objet d'une analyse. Alors évidemment, c'est toujours pareil, plus vous pouvez mettre les documents en série, plus votre savoir est solide, plus vous travaillez sur des sources des petits bouts évanescents, moins votre savoir est solide. Mais c'est pas parce qu'il n'est pas solide qu'il n'est pas essentiel pour la compréhension de la situation que vous essayez d'observer. Donc il faut faire un peu feu de tout bois, chercher dans tous ces sens-là, et c'est surtout l'aiguisement du regard, d'où l'intérêt de la problématique en fait, qui est posée, qui fait que certaines sources qu'on a vues 1000 fois vont se doter d'une nouvelle coloration, d'une nouvelle épaisseur, amener d'autres éléments. Et c'est pour ça que c'est intéressant de faire bouger les problématiques sur nos propres archives. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Plusieurs, bien sûr, qui est en rouge. J'avais une question sur la question de l'abolition de la violence. Parce que j'ai lu un article de Gilles Rousseau qui parlait de la guerre civile comme un moment où il y a une nouvelle économie de la violence qui se met en place. Et donc, dans les différents terrains qui sont abordés dans le livre, comment en fait, la violence apparaît, notamment chez les acteurs qui, auparavant, n'étaient pas violents en fait. Parce que du coup, dans le cas de Saint-Anthony, j'ai vécu un entraînement préalable, mais j'imagine que ce n'est pas tout le temps le cas. Et donc, est-ce que c'est la question d'habitude? Est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe dans la critique au niveau de l'apparition de la violence? Selon vous, selon ce que vous avez vu? Oui, merci. Évidemment, c'est une question aussi vaste que les sciences sociales, mais c'est une question très intéressante, à savoir comment est-ce que les acteurs deviennent violents. C'est aussi une question que André connaît bien, surgissement d'un habitus ou d'une culture de la violence, d'une culture de guerre. Est-ce que ça peut naître du jour au lendemain? Dans le cas que moi j'ai étudié, j'ai essayé de montrer justement que les acteurs ne devenaient pas violents du jour au lendemain, et que les acteurs qui devenaient violents, en réalité, se préparaient de longue date. Et ceux qui ne s'étaient pas préparés ne le devenaient pas. Et que donc, il y avait une longue préparation, une longue socialisation aux gestes violents. Le geste violent, la culture de la violence ne tombe pas du ciel sur un coup de tête et sur un coup de... Mais bon, il y a d'autres cas qui contredisent ou qui nuancent ce que moi j'ai pu observer. Pour moi, les violences et les hommes violents, dans mon cas c'est des hommes, sont préparés depuis longtemps et depuis avant la guerre à la violence et aux gestes qu'ils vont perpétrer. Même si voilà, ces gestes sont actualisés à un certain moment, il faut un certain contexte pour qu'un habitus soit actualisé. Mais ça ne tombe pas du ciel. Si je peux peut-être ajouter un petit mot là-dessus, c'est une question hyper intéressante. Je pense que le fait que l'historiographie et les sciences sociales en général, depuis 20 ans, sont assez obsédées par la violence, ça a permis plein d'avancées, ça porte aussi un certain nombre de risques, et parmi ces risques, je vois un petit peu celui de la dépolitisation, au sens où les gens sont violents. Et en fait, ils ne sont pas violents tout seuls ou dans le vide, parce que tout d'un coup, ils passent à l'acte. Ils sont aussi souvent violents parce que les gens leur donnent des ordres, parce que les gens leur disent de le faire, parce qu'ils sont pris dans des logiques. Autrement dit, l'interrogation sur la violence ou le passage à l'acte, si elle est essentialisée, elle prend, à mon avis, parfois le risque de faire oublier que souvent il y a quand même des chaînes de commandement et que même des choses qu'on a parfois avec nos perceptions, dont on a l'impression qu'elles sont très spontanées, très immédiates. On a souvent parlé par exemple du génocide du Rwanda comme entre guillemets, le génocide à la machette, sans voir qu'en fait, la majorité des tués avaient été tués par arme à feu, parfois par arme lourde, avec une organisation, avec des chaînes hiérarchiques. C'est pas simplement des gens qui sont devenus sauvages et sont mis à couper des têtes, comme on pourrait le penser. Donc voilà. Donc je pense qu'il faut être vigilant aussi là-dessus, sur cette idée que tout individu peut être porteur de violence et qu'il y a des facteurs de passage là. Il y a plein de travaux hyper intéressants là-dessus, ceux de Christophe Barani
en particulier qui a montré, mais justement en recontextualisant, en montrant comment les hommes d'un bataillon de police à l'Est en 1941 ont été amenés à faire des actes violents, mais aussi parce qu'ils ont su envie de faire. Il y en a qui l'ont fait, il y en a qui l'ont pas fait, il y en a qui ont pris plaisir, il y en a qui sont devenus des tueurs sadiques, d'autres qui ont très mal à l'aise avec ça, qui ont arrêté quand ils ont pu. Donc contextualiser, sociologiser et aussi repolitiser ces questions, à mon avis, est utile pour ne pas tomber dans l'idée que la violence ou la culture de la violence, c'est des choses qui s'imposent aux individus hors contexte et hors, encore une fois, chaîne de commandement qui existe quand même dans la plupart de ces situations. En classe de terminale, on est amené en spécialité à enseigner aux élèves qui est sur faire la guerre, faire la paix, donc les nouveaux modes de conflit, les nouveaux modes de résolution des conflits. Et on traite aussi bien des guerres interétatiques que intra-étatiques, comme ça, comme les guerres civiles. Et c'est vrai qu'on les interroge souvent sur les ruptures et continuités des guerres interétatiques, en notant que justement il y a beaucoup de ruptures sur des périodes assez courtes, en tout cas entre l'époque moderne et l'époque contemporaine déjà. Là, dans ce que vous dites, dans ce que j'ai entendu ici, j'ai l'impression qu'on trouve plus de continuité dans les guerres intra-étatiques que interétatiques, notamment dans ce que vous dites des comportements des acteurs civils, c'est-à-dire aussi bien un catholique ou un protestant à la Saint-Barthélemy, à l'époque de la Saint-Barthélemy, qu'un communard, ou ensuite dans les guerres civiles très contemporaines. Est-ce que, alors j'ai pas lu le livre, excusez-moi, mais est-ce que c'est un biais parce que c'est moi qui l'ai interprété comme ça, ou est-ce que c'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a une continuité dans les comportements des acteurs civils? Oui, c'est une très bonne question. Alors, je pense que c'est à la fois une des vertus heuristiques de notre questionnement et un des risques de notre questionnement. La vertu du questionnement, c'est que ça permet de mettre en parallèle des gestes perpétrés au XVIe siècle en France avec des gestes perpétrés en Colombie du XXe siècle. Et donc d'anthropologiser le questionnaire. Et ça fait surgir plein de choses qui sont très vraies. Voilà. Je trouve ça heuristique d'un côté. De l'autre, il faut aussi se garder de dire que tout est dans tout, que le XVIe siècle, c'est le XXe siècle, que les motivations des acteurs de la Saint-Barthélemy sont les motivations du génocide des Tutsis du Rwanda. Alors, comment est-ce qu'on se prémunit contre... On a un questionnaire qui est sociologique, on a un questionnaire qui est philosophique, c'est peut-être un grand mot, mais qui est anthropologique. Comment des êtres humains confrontés à leurs voisins, qui prend une option politique ou religieuse différente pour se comporter. Ça, c'est un questionnement qui va être anthropologique. Après, chacun des auteurs doit quand même travailler à le recontextualiser, à montrer la singularité, et tout ceci se fait parce qu'on a essayé de faire, de demander à nos auteurs, à chaque fois, des enquêtes de terrain qui font tourner ces questionnements généraux, ces questionnements anthropologiques sur des cas très singuliers. Donc voilà, pour moi, le bénéfice de la comparaison l'emporte, mais il faut toujours rappeler que ce dont on parle se passe à Paris le 24 août 1572. Après, ce qui fait aussi que le questionnaire se croise un peu plus, parce que quand on parle de guerre interétatique, on a en tête les grandes guerres du XXe siècle, mais depuis une vingtaine d'années, on parle des nouvelles formes de la guerre. De formes qui ne répondent pas au cadre auquel on était habitué, c'est-à-dire deux armées qui se font la guerre, on fait un traité de paix, on arrête, etc. Et je pense que ces nouvelles formes de la guerre rendent le type de questionnement qu'on a posé plus légitime. C'est-à-dire que dans la question telle que vous la posez, au fond, et qui est très bonne, la guerre civile est un moment dont on a du mal à sortir parce qu'il n'y a pas de combattants qui se font face, et donc il n'y a pas un moment où finalement on règle le conflit qu'un traité, etc. Alors que dans le cas de la guerre interétatique, c'est le cas, donc elle est plus lisible. Je pense que cette différence-là s'est estompée ces dernières années, et c'est pour ça qu'adopter une définition comme ça qui s'adapte un peu plus au terrain est peut-être plus opératoire, parce qu'elle peut être utilisée pour des situations où on a du mal en fait à dire si c'est vraiment une guerre interétatique ou une guerre civile, ou un petit mélange des deux, ou un moment de dislocation à l'intérieur d'une société qui se dit normale, mais qui en fait est en voie de transformation, etc. Et on doit se douter, je pense que c'est malgré tout un outil qui est plus adapté à ces situations nouvelles auxquelles on est confronté depuis quelques années. Alors, juste pour remettre aussi les choses en perspective, pour revenir à tes premières questions, ce colloque il avait été financé par une ANR, donc de Dominique Minat et Cédric Moreau de Bellin, dans le cadre d'un programme qui s'appelait Ni guerre ni paix.
Et leur idée était justement de dire qu'on n'a jamais de situation de paix chimiquement pure, on n'a jamais de situation de guerre chimiquement pure, et donc leur enjeu, c'était d'étudier ce qu'ils appelaient les nouages du droit et de la violence, dans les formes multiples qu'elles peuvent prendre. Et d'une certaine manière, le projet du livre rentrait parfaitement dans ce programme-là. Et je pense que ce qu'il faut être capable d'observer, c'est qu'il y a un moment où la guerre étatique a opposé des acteurs institutionnels qu'on peut facilement identifier, et à d'autres moments où en fait tout ça s'estompe, et les outils qu'on a formulés au moment où cette guerre interétatique avait lieu sont moins opératoires. Donc il faut aussi être capable de s'adapter à l'évolution des formes de la guerre et de la paix dans le temps. Voilà. On a peut-être le temps pour une dernière question. Je trouve qu'il y a un monsieur qui a l'air. Oui. Est-ce qu'il y a des acteurs aussi qui, parmi les différentes sources que vous avez trouvées, sont eux-mêmes en train de réfléchir sur ça, qui identifient des passages, qui identifient des effacements, qui identifient en fait les changements en cours sur lesquels vous seriez appuyé, au contraire vous êtes détaché d'eux, et notamment parce qu'il y a des historiens de précédents conflits qui justement eux-mêmes, est-ce que nous-mêmes, parce qu'on est les cordonniers les mieux chaussés ou pas, et voilà, quelles sont notre approche plus ancienne sur la question. Oui, alors, c'est une bonne question parce que quand on dit que les guerres civiles impliquent une hausse de la réflexivité, on s'attendrait à ce qu'il y ait une rédaction de manuels de survie en guerre civile. Pour ce que je connais, il n'y en a pas. On est obligé de faire feu de tout bois, comme disait Quentin. Alors effectivement, Montaigne par exemple, vraiment un de ces auteurs qui réfléchit de manière très concrète à ce que c'est que de survivre en guerre civile. Pour ce que j'en sais moins, il me semble que j'ai jamais rien trouvé, j'aurais aimé trouver cette source, j'ai jamais trouvé une source vraiment très concrète qui rédigerait et qui prendrait conscience de ce que c'est que vivre une guerre civile, quelles sont les tactiques pour y survivre, pour reconnaître, qui donne des conseils, qu'est-ce que vraiment. J'aimerais trouver un guide du contemporain des guerres de religion. Pour l'instant, je ne l'ai pas trouvé. Après, dans le livre, on a un excellent exemple de ça, c'est l'article de Toby Meyerfond, justement, où elle étudie la production d'un savoir qui est à la fois une visée stratégique, mais aussi une visée de connaissance, et aussi une visée de mise à distance de l'ennemi. Pour le 19e siècle, la guerre des Russes, Maréchal Bugeaud, alors c'est plutôt du côté de la contre-insurrection, mais c'est un bon manuel de contre-insurrection à travers lequel on voit les formes nouvelles qu'avaient pu prendre les insurrections du 19e siècle. Donc je pense qu'on en trouve peut-être que une ressource qu'on n'a pas assez mobilisée, c'est aussi peut-être celle de la littérature. Je me demande si de ce côté-là, on n'aurait pas un travail de réflexivité qui serait observable à travers des productions littéraires en situation de guerre civile. Mais c'est une question qu'on ne s'est pas posée, mais c'est peut-être de ce côté-là que j'irais chercher. La littérature comme moyen de remettre de l'ordre de l'intelligibilité dans un monde qui n'en a plus, c'est peut-être une ressource en fait possible à ce moment-là. Je crois que Thomas, je sais pas, il citait Bouliakov. Tout à fait. Sinon, j'ai un sujet pour vous. Les historiens en guerre civile, étudier ce qu'ont vécu et s'ils n'ont pas dans leur mémoire. Prochain. Bon, on vous donne rendez-vous pour en parler. Merci encore merci à toutes les personnes de la liste, merci à toutes les personnes en public. Vous retrouvez cette discussion bientôt dans le podcast Parole d'Histoire. Merci pour votre écoute.